Nous sommes réunis ici pour présenter des tests frontales. C'est le plaisir et l'honneur. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation de soutenance de thèse. Je vais aujourd'hui vous présenter les travaux de ma thèse intitulée Approche mixte RVRA coupée au concept de jumeaux numériques comme support d'opération de maintenance collaborative à distance. Alors, cette thèse a été encadrée par deux laboratoires. Dans un premier temps, l'UNEAC de l'école d'ingénieurs CESI, où elle a été dirigée par David Baudry et encadrée par Sylvain Meldecourt, ici présent. Et cette thèse a été également encadrée par le laboratoire LARIS de l'Université d'Angers, où elle a été dirigée par Reg Rigaud et encadrée par Paul Richard. Alors, j'ai choisi d'axer ma présentation essentiellement sur les contributions que nous avons réalisées. Ainsi, la présentation du contexte et de l'état de l'art pour me permettre de reformuler et de justifier nos différents travaux. Ainsi, pour débuter, je vais vous présenter le contexte dans lequel se sont inscrits nos travaux. Ce dernier sera principalement axé sur les motivations qui nous ont amené à notre problématique principale. Par souci de clarté, certaines définitions déjà détaillées dans le manuscrit ne seront pas redétaillées durant la présentation. Ainsi, nos travaux ont porté sur l'optimisation des opérations de maintenance au sein du bâtiment. En effet, celles-ci peuvent représenter jusqu'à 60% du coût total de gestion lors du cycle de vie d'un bâtiment. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux innovations apportées par l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle, telles que l'automatisation des processus, mais également l'apparition de nouveaux équipements dits intelligents. Dans le domaine de la construction, ces innovations sont connues sous le nom de construction 4.0 et leur application à la maintenance est connue sous les termes de maintenance 4.0. Parmi ces innovations, trois ont retenu notre attention. Tout d'abord, le BIM, Building Information Model, qui peut être assimilé à une base de données du bâtiment avec une représentation 3D de ce dernier. Puis le concept de jumeau numérique, qui de manière similaire au BIM peut être assimilé à une base de données d'une installation, mais cette fois connectée en temps réel à ce dernier par le biais de capteurs intelligents. Il contient également des modèles de simulation qui permettent de modéliser le comportement des installations. Nous sommes également intéressés aux outils de réalité étendue, tels que la réalité augmentée et la réalité mixte, qui, parmi leurs nombreux apports, permettent notamment d'afficher des informations virtuelles sur l'environnement réel. L'arrivée de ces nouvelles innovations, notamment dans le contexte de la maintenance, a amené un changement de paradigme et une complexification des différents processus. En effet, l'arrivée de nouveaux équipements intelligents implique la nécessité d'avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir les opérer. Ainsi, aujourd'hui, pour apporter ces informations, les opérateurs ont besoin de nouvelles informations qui leur sont fournies soit par le biais de documentation écrite sous forme papier, soit par l'intervention d'un expert, bien souvent externe aux entreprises. Cependant, la récente pandémie, l'augmentation du coût des transports et l'impact environnemental de ces derniers poussent aujourd'hui à réfléchir à de nouvelles méthodes permettant la collaboration à distance afin d'éviter les déplacements non essentiels de ces experts. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux apports que peuvent avoir les technologies de la construction 4.0, telles que le BIM, le jumeau numérique, que je vais appeler DT à partir de maintenant, et les outils de réalité étendue, l'outil de XR, ont pu apporter lors de ces collaborations. Mais dans un premier temps, il était nécessaire de voir les apports de ces différentes technologies dans le contexte spécifique de la maintenance. Ainsi, nous avons pu voir avec une revue de littérature publiée en 2021 qu'il était possible de créer le jumeau numérique d'un bâtiment en se basant sur le BIM de ce dernier. Grâce à ce jumeau numérique basé sur un BIM, il est possible de faciliter la centralisation et la récupération des données dans une base de données partagée entre les différents utilisateurs. Ces données peuvent également être liées à la représentation 3D des différents équipements pour faciliter leur récupération par la suite. Nous avons également pu voir qu'il était possible d'exploiter les modèles de simulation inclus dans le DTBIM, notamment pour estimer en temps réel le comportement des installations, mais également prédire leur comportement futur à l'aide de données historiques incluses dans la base de données. Ces prédictions peuvent par exemple permettre d'optimiser les opérations de maintenance en proposant des périodes optimales pour les interventions. Il est également possible de proposer des conseils lors de ces interventions. On parle alors de maintenance dite prescriptive. Nous avons également pu voir comment les outils de XR étaient appliqués lors de la maintenance. Ainsi, dans un premier temps, ils sont principalement utilisés pour permettre la visualisation des données, notamment en superposition des équipements. En effet, les outils de XR permettent notamment d'afficher la condition d'un équipement ou les données relatives à ce dernier. De plus, les outils de XR ne sont pas limités par les contraintes de la réalité physique. Ils peuvent permettre d'afficher des informations qui sont normalement masquées dans l'environnement, comme par exemple un conduit de ventilation installé dans un faux plafond. Donc, il est également possible d'utiliser les outils de XR pour n'afficher que les informations qui sont nécessaires lors des opérations. Que ce soit par exemple en fonction du rôle des utilisateurs, l'opérateur n'a besoin que des informations relatives aux interventions, là où l'expert a besoin d'informations plus poussées pour les analystes,
Mais il est également aussi possible d'utiliser les capacités de géolocalisation de certains des outils externes pour n'afficher que les informations, par exemple, sur les équipements visibles par l'opérateur. Après avoir vu ces différents avantages, nous nous sommes posé la question de l'utilisation de ces technologies, et notamment du DPBIM et des outils externes, lors de la maintenance collaborative à distance. Pour cela, nous avons réalisé un état de l'art focalisé sur l'étude de travaux ayant exploité ces technologies dans le cadre de la maintenance collaborative. Mais dans un premier temps, il était nécessaire de bien comprendre ce qu'était la collaboration. En effet, ce terme implique une notion de partage de connaissances entre différents acteurs, mais ce partage peut prendre plusieurs formes en fonction de la relation qu'il existe entre les acteurs. Ainsi, la définition littérale du terme collaboration signifie de travailler ensemble dans un objectif commun. On va voir ici un exemple de la thèse de Guillaume Claude, où deux collaborateurs distants travaillent ensemble à la maintenance d'un équipement en réalité virtuelle. Mais cette relation peut également prendre l'aspect d'une formation si l'apport de connaissances est à sens unique. Par exemple, un expert va venir former un opérateur à des tâches spécifiques. Dans le cadre de la maintenance, nous sommes principalement intéressés à une forme d'assistance lors de la collaboration. C'est-à-dire que l'expert est à la fois formateur, il va venir apporter des informations à l'opérateur, mais également collaborateur. Il va venir l'aider à accomplir à finaliser son opération. Outre la relation entre les acteurs, les modes de collaboration peuvent également prendre différentes formes en fonction de leur localisation et de leur temporalité. Dans le cadre de nos recherches, nous nous sommes principalement intéressés à la collaboration dite distante et à ses aspects temporels, c'est-à-dire sous une forme synchrone, ça veut dire que les échanges ont lieu en temps réel, ou sous une forme asynchrone, c'est-à-dire que les échanges sont créés en amont de leur affichage. Nous nous sommes donc intéressés aux différents échanges impliqués lors de ces modes de collaboration. Pour cela, nous nous sommes basés sur les 3 piliers de collaboration de Schaffer et Hall, qui sont dans un premier temps l'environnement dans lequel a lieu la collaboration, la représentation, que ce soit des utilisateurs ou des informations au sein de cet environnement, et également les interactions qui permettent l'échange d'informations entre les collaborateurs. Ainsi, dans un premier temps, nous avons pu voir qu'il était essentiel de partager des informations relatives au contexte des opérations pour permettre la bonne communication lors d'une maintenance collaborative. Pour cela, les outils du XR peuvent nous permettre de créer ce qu'on appelle un environnement virtuel collaboratif. Ce dernier peut prendre plusieurs formes en fonction des informations qui seront transmises entre l'expert et l'opérateur. Par exemple, il peut très bien exister uniquement par le biais du partage du point de vue de l'opérateur à l'expert. Ce partage peut également avoir lieu de manière asynchrone, si comme dans cet exemple de Van Lopik, le point de vue est enregistré en amont avant d'être affiché lors des opérations. Il est également possible d'exploiter le DTBIM afin de représenter l'environnement dans lequel a lieu les opérations par le biais de son modèle 3D. Certains auteurs se sont également intéressés à la création de cet environnement en temps réel, par exemple par le biais de l'installation de caméras spécifiques dans l'environnement. Cependant, ce mode de création n'est pas forcément idéal, car dans certaines opérations de maintenance, il peut être compliqué de recréer l'environnement, notamment si l'opérateur est amené à se déplacer entre différents endroits. Enfin, nous avons pu voir que la communication orale était un élément essentiel pour permettre le partage du contexte, et notamment pour permettre aux utilisateurs de ressentir un sentiment de coprésence. Ce sentiment signifie que les collaborateurs se sentent ensemble dans le même environnement. Donc, cet exemple de Koltmeyer, on peut voir par exemple un expert en réalité virtuelle et le point de vue d'un opérateur sur le terrain qui peuvent communiquer en temps réel par le biais à la fois de la communication orale, mais également par le biais de représentation dans l'environnement. Nous allons maintenant, cependant, le partage du contexte n'est pas suffisant à lui seul. Il est parfois nécessaire d'apporter des informations plus précises pour les échanges. On peut alors, par exemple, créer des informations au sein de l'EVC. Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, par exemple la création d'augmentations en temps réel dans l'environnement, ou alors lier ces informations au modèle 3D pour qu'elles ne soient affichées que lorsque l'opérateur regarde les équipements. Ces informations peuvent également être créées en amont des opérations, comme dans cet exemple de Havard et Hall, où une séquence d'instructions spécifiques ont été créées en amont pour la réparation d'une chaîne de production et par la suite affichées dans l'ordre défini par l'expert à l'opérateur. Outre ces informations, il est également possible de représenter les utilisateurs dans l'environnement. Cette représentation est essentielle pour la collaboration, notamment pour le sentiment de coprésence, car elle donne une réalité visuelle aux acteurs de la collaboration. Celle-ci peut également prendre plusieurs formes. Tout d'abord, les utilisateurs peuvent être représentés intégralement dans l'environnement, que ce soit par le biais d'une reconstruction 3D en temps réel ou par l'utilisation d'un modèle 3D les représentant. Il est également possible de limiter cette représentation à une forme partielle, comme par exemple partager uniquement le champ de vision des utilisateurs pour voir où ceux-ci regardent, ou alors de partager une représentation des gestes des utilisateurs, comme dans cet exemple de Le Sénéchal,
où un expert distant vient guider un opérateur avec ses mains qui sont représentées en temps réel en superposition des mains de l'opérateur pour lui indiquer des éléments spécifiques dans l'environnement. Ce partage de gestes est assez intéressant car il permet d'ajouter des informations complexes, comme des manipulations spécifiques. Nous sommes ainsi intéressés à ce partage de manipulations et dans un premier temps, nous avons pu voir qu'il était également possible de les partager de manière asynchrone. En effet, dans cet exemple de Havard, des animations ont été enregistrées en amont avant d'être affichées aux opérateurs. Cependant, cela implique une problématique qui est liée à l'adaptabilité de la situation. En effet, la création d'informations en amont des opérations peut être compliquée à adapter en fonction de toutes les situations. Cela nécessiterait que l'expert connaisse à l'avance l'ensemble des situations que l'opérateur puisse rencontrer, ce qui peut être très difficile. Nous nous sommes ainsi intéressés à la manipulation directe des objets 3D, notamment à la méthode Voodoo de Pierce, qui date de 1999 et qui consiste à créer une copie réduite d'un modèle 3D et que toute interaction avec cette copie soit reproduite en temps réel sur le modèle original. Une méthode similaire a été utilisée par Oda et al. Dans le contexte spécifique de la maintenance, afin de montrer à un opérateur comment assembler la chambre de combustion d'un moteur d'avion. Cependant, cette méthode présente aussi des limites. En effet, l'expert peut avoir besoin de plusieurs essais pour être sûr de transmettre la bonne information, notamment s'il cherche par exemple à optimiser le comportement de l'installation. De plus, cette méthode ne permet pas forcément d'interaction commune avec un même élément virtuel. Il est en effet nécessaire de prendre en compte la possibilité que l'expert et l'opérateur veulent agir ensemble sur un même élément lors de la collaboration. Ainsi, pour conclure cette étape-là, on a pu voir que le DT-BIM et les outils d'expert pouvaient être exploités lors de la maintenance collaborative grâce aux apports amenés notamment aux opérations de maintenance. Dans un premier temps, le DT-BIM permet de faciliter l'accès aux données, que ce soit en permettant la représentation 3D de l'environnement grâce au modèle 3D du BIM, ou en facilitant la récupération des données par le biais de capteurs intelligents qui peuvent ensuite être affichés en superposition des équipements pour montrer leurs conditions par exemple. Pour cela, les outils de XR peuvent permettre l'affichage de ces informations, donc en superposition des équipements, mais également celles qui sont relatives aux échanges lors de la collaboration, que ce soit la représentation 3D des utilisateurs ou les augmentations créées en temps réel pour donner des informations. Cependant, lors de notre étude, nous n'avons pu voir que peu d'usage de ces technologies combinées lors de la maintenance, avec très peu d'usage du DT-BIM couplé aux outils de XR, et nous n'avons pas pu recenser une seule utilisation du modèle de simulation du DT-BIM, notamment lors de la collaboration. Nous avons également pu voir les limites des différents modes de collaboration. En effet, pour ce qui est de la collaboration asynchrone, celle-ci peut être complexe à adapter dans toutes les situations et elle nécessite également que l'expert puisse anticiper l'ensemble des besoins en information de l'opérateur. Pour la collaboration synchrone, outre son utilisation pour le partage contextuel, le DT-BIM est très peu utilisé, ne serait-ce que pour récupérer des informations liées aux équipements. De plus, nous avons pu évoquer la complexité qu'il peut y avoir pour un opérateur et un expert d'agir ensemble sur un même modèle virtuel. Enfin, en parallèle de cet état de l'art, nous avons pu recenser un grand nombre d'outils XR différents aujourd'hui. En effet, pour 85 fabricants, nous pouvons recenser environ 220 dispositifs de réalité étendue, nombre qui est amené à augmenter dans les prochaines années. Ce nombre sous-entend qu'il est tout à fait possible aujourd'hui que l'expert et l'opérateur n'aient pas accès aux mêmes outils au moment de la collaboration. Il est donc nécessaire de proposer une solution qui puisse s'adapter en fonction de l'outil utilisé. Ainsi, cet état de l'art nous a permis de reformuler notre problématique en différents axes de contribution qui étaient nécessaires d'apporter. Dans un premier temps, nous avons donc réalisé l'élaboration d'une architecture, d'une solution qui permet d'exploiter les apports du DT-BIM et des outils du XR dans le contexte spécifique de la maintenance collaborative. Nous avons également conçu un nouveau paradigme d'échange d'informations qui permet l'interaction commune entre un expert et un opérateur sur un même élément lors de la collaboration au sein d'un EVC. Et enfin, tous nos travaux ont été guidés par la nécessité de proposer une solution à la fois adaptable, qui peut s'adapter quel que soit le support utilisé, mais également évolutive, donc qui puisse continuer à fonctionner même sur les futurs supports de XR, mais également quelle que soit l'installation qui va être inspectée durant la maintenance. Ainsi, notre première contribution a consisté en la proposition d'une architecture d'un DT-BIM couplé en XR pour une exploitation lors de la maintenance collaborative. Pour cela, nous nous sommes basés sur les différents échanges qui étaient nécessaires de prendre en compte dans cette architecture. Ainsi, dans un premier temps, il est important de récupérer les informations depuis l'asset physique vers l'asset numérique en passant par un module de traitement de données. Dans ce module, on va venir standardiser les données dans des formats lisibles par les modèles de simulation permettant de modéliser le comportement de l'installation, mais également qui vont être lisibles par le biais d'une interface homme-machine pour les opérateurs. Dans nos travaux, nous avons choisi de représenter cette interface par un outil de réalité étendue,
afin que les informations puissent être affichées en superposition de l'environnement réel. Nous avons également pris en compte les échanges qu'il peut y avoir entre les opérateurs, par l'aspect collaboratif, mais également les échanges que ces derniers vont avoir avec le DTBIM pour accéder aux informations, ou même pour interagir avec le jumeau physique, que ce soit de manière directe pour l'opérateur local, voilà, j'essaie de le montrer avec le aussi, pour l'opérateur local, ou de manière indirecte pour l'expert distant en passant par le DTBIM. Ainsi, ce schéma des échanges nous a permis de concevoir l'architecture de notre solution que nous avons baptisée DT Ramcore. DT pour jumeau numérique Digital Twin en anglais, et Ramcore qui est le nom de notre méthode de collaboration, à savoir réplique asynchrone pour la maintenance collaborative en réalité étendue. Cette méthode de collaboration est représentée en vert sur l'architecture, et la partie orange, quant à elle, correspond au modèle de simulation que nous avons conçu en parallèle de nos travaux. Ainsi, je vais maintenant présenter plus en détail cette architecture, en commençant bien évidemment par le jumeau physique au cœur de la maintenance. On considère que sur ce jumeau, il existe des capteurs intelligents qui permettent la récupération des données au sein d'un module qui va alors les traiter dans des formats spécifiques afin de les stocker. Ces données peuvent ensuite être stockées dans des bases de données spécifiques, bases de données connaissances ou bases de données utilisateurs, voire même être liées à la représentation 3D des équipements issus du BIM du bâtiment. Une fois ces données récupérées, celles-ci peuvent être exploitées dans des modules d'analyse de données. Nous avons fait le choix de n'en spécifier que deux, à savoir la possibilité d'analyser la condition de l'équipement grâce aux données récupérées, mais également la possibilité d'utiliser ces modèles de simulation pour réaliser des simulations de procédures grâce aux connaissances issues des précédentes maintenances et qui sont stockées dans une base de données spécifique. Enfin, pour accéder à ces différentes informations, les utilisateurs peuvent passer par un outil de XR et par une application en réalité étendue, leur permettant de visualiser ces informations directement. Ainsi, pour accéder à ces données, ils passent tout d'abord par un module de contrôle de données qui, après avoir permis l'identification des utilisateurs, leur permet de réaliser des requêtes pour accéder aux données dont ils ont besoin. Ces requêtes peuvent prendre plusieurs formes, soit l'accès direct aux données de l'équipement, soit l'accès aux résultats d'un modèle de simulation. En effet, nous avons permis aux utilisateurs de faire appel au modèle de simulation par le biais de l'application externe. Nous avons également inclus à gauche un module de contrôle des actionnaires si l'équipement en est équipé, afin de permettre notamment à l'expert assistant d'agir directement sur l'installation, indirectement sur l'installation par le biais de l'application externe, si cela est possible. Une fois les données récupérées, celles-ci sont visualisées par les utilisateurs par le biais d'un modèle 3D qui est partagé au sein de l'environnement virtuel collaboratif. Pour le cas de l'utilisation de certains outils de XR, réalité augmentée ou réalité mixte, nous avons également inclus les différents algorithmes de suivi qui permettent le recalage des informations. Nous avons spécifiquement choisi de ne pas en choisir de particulier, car chaque support peut avoir ses propres algorithmes et ça nous aurait obligé à limiter notre architecture. Enfin, nous avons inclus le module inhérent à la collaboration, qui contient à la fois une partie permettant l'échange audio-vidéo entre l'opérateur et l'expert pour partager le point de vue de l'opérateur à l'expert, mais également le paradigme réplica qui permet l'échange d'informations de manière synchrone, mais également asynchrone lors de la collaboration. À la suite de cette architecture, pour concevoir la solution, il a été nécessaire de faire certains choix technologiques. Nous avons ainsi choisi de représenter l'expert distant dans un environnement en réalité virtuelle qui lui permette d'être immergé dans la représentation 3D du contexte des opérations. L'opérateur sur le terrain, quant à lui, utilisera un outil de réalité mixte qui lui permettra d'afficher les informations sur l'environnement réel tout en gardant les mains libres lors des opérations. Nous avons fait le choix d'utiliser le moteur Unity 3D pour le développement de la solution et d'utiliser l'outil MRTK pour la partie réalité mixte de la solution. Cet outil est en effet nécessaire pour le fonctionnement du support HoloLens que nous avons choisi. Nos travaux ont également été guidés par les normes imposées par le standard OpenXR afin d'assurer l'interopérabilité de notre solution et son fonctionnement à la fois sur le support de réalité virtuelle, mais également sur le support de réalité mixte. Concernant la conception de l'EVC, nous avons fait le choix, notamment pour l'opérateur, de représenter ce dernier à l'aide de QR code. Après avoir scanné un QR code placé dans l'environnement, la position de l'utilisateur est alors connue et il est alors possible d'afficher les informations en superposition des équipements une fois la localisation de l'opérateur identifiée. Pour l'expert en réalité virtuelle, celui-ci étant immédiatement immergé dans l'environnement, nous n'avons pas eu besoin d'ajouter d'informations supplémentaires. Nous avons fait également le choix de représenter les utilisateurs par le biais de sphères blanches et de carrés bleus pour représenter leurs yeux, afin notamment que ceux-ci puissent
puissent connaître leur position et leur rotation relative lors de la collaboration. On a ici à droite un exemple du point de vue de l'opérateur qui voit l'expert au-dessus à gauche et du point de vue de l'expert qui voit l'opérateur en bas à droite. Pour ce qui est des interactions dans le VST, l'expert étant en réalité virtuelle, nous avons fait le choix de lui proposer des interactions par le biais des manettes, que ce soit en touchant les éléments directement avec la manette ou en les pointant avec un pointeur laser. L'opérateur en réalité mixte, quant à lui, bénéficie de la reconnaissance gestuelle inhérente au casque HoloLens qu'il a utilisé. Parmi cette reconnaissance gestuelle, le geste initial de l'HoloLens est celui de AirTap, qui consiste à fermer le pouce et l'index en même temps pour interagir dans l'environnement. Quand l'opérateur souhaite déplacer des éléments dans l'espace, il lui suffit de maintenir les gestes pour déplacer l'élément dans l'environnement virtuel. Nous avons également ajouté un menu connecté à la main des utilisateurs qui leur permet soit de réaliser la connexion pour permettre la synchronisation et les échanges, soit de réaliser le partage vidéo du point de vue de l'opérateur à l'expert, soit, notamment pour l'opérateur, de réaligner l'environnement virtuel avec l'environnement réel si cela est nécessaire. Pour ce qui est de la synchronisation des échanges, nous avons utilisé le protocole Photon Unity Networking qui fonctionne d'une manière similaire à un échange pair à pair. C'est-à-dire que plusieurs clients vont se connecter ensemble à un serveur relais et l'un des clients sera défini comme hôte de la collaboration. Si ce client quitte la collaboration, les autres clients peuvent continuer à collaborer par le biais du serveur relais. Tous les échanges peuvent passer de deux façons différentes, soit de manière directe entre les utilisateurs, soit en passant par le serveur relais, en fonction de ce qui est le plus rapide lors de l'envoi des données. Nous avons utilisé un protocole similaire pour le partage vidéo qui s'appelle Mixed Reality WebRTC, qui, en plus de partager le point de vue de l'opérateur à l'expert, permet également de partager les augmentations que l'opérateur voit durant la collaboration. On a ici à droite le point de vue d'un expert qui peut voir le point de vue de l'opérateur avec les augmentations affichées. Cela permet notamment à l'expert d'avoir conscience de la bonne pertinence des informations envoyées à l'opérateur. Nous avons également été confrontés à la problématique de l'action commune sur un élément virtuel. En effet, dans un premier temps, nous avons pensé bloquer les interactions avec un élément si celui-ci était déjà utilisé. Mais cela pouvait créer une asymétrie lors de la collaboration avec un des participants qui devenait passif pendant que l'autre agissait avec un élément. Pour éviter cela, nous avons conçu le paradigme réplica. Celui-ci permet aux deux collaborateurs d'agir ensemble sur le modèle 3D partagé afin de créer une réplique de ce dernier. Cette réplique est alors indépendante du modèle 3D et les actions effectuées dessus ne sont pas répercutées en temps réel sur le modèle partagé. Pour échanger des informations, par exemple, l'expert peut ajouter des annotations sur sa propre réplica et ensuite utiliser un bouton spécifique lui permettant de synchroniser ces modifications, mais uniquement avec le modèle 3D partagé. Les informations sont alors visibles par l'expert et l'opérateur sans qu'elles n'aient affecté la réplica de l'opérateur, permettant ainsi aux collaborateurs d'agir ensemble dans l'environnement sur le même objet, mais de manière indépendante. Afin d'évaluer, dans un premier temps, je vais vous montrer un exemple d'implémentation de cette méthode, notamment lors de la collaboration. Sur la gauche, vous avez le point de vue d'un expert en réalité virtuelle, et sur la droite, le point de vue d'un opérateur en réalité mixte. On peut voir sur la vidéo de gauche qu'il existe deux représentations de l'équipement pour l'expert. En rouge, vous avez la réplica de l'expert qui, pour le moment, est synchronisée avec le modèle partagé indiqué en vert. Ce modèle partagé est également visible par l'opérateur en superposition de l'équipement. Maintenant, l'expert va venir ajouter des informations sur sa réplica. On voit ici qu'il a bougé les deux vannes à l'extrémité haute de la représentation de l'équipement. On peut voir que pour le moment, le modèle 3D partagé et la réplica ne sont pas synchronisés. Maintenant, l'expert va appuyer sur le bouton synchronisation pour envoyer l'information de l'opérateur. Je vous invite à regarder spécifiquement les deux zones indiquées en vert sur l'équipe. On peut voir que les manettes ont bougé à la fois sur le modèle visible par l'expert, mais également sur celui visible par l'opérateur, montrant que l'information a bien été transmise de manière indirecte, car a permis à l'opérateur d'afficher deux informations en même temps à l'opérateur. Donc l'opérateur peut ensuite continuer son opération en manipulant les vannes indiquées par l'expert. Une fois que nous avons conçu cette méthode d'évaluation et cette méthode de collaboration, il est nécessaire de l'évaluer lors d'une action concrète. Pour cela, nous avons décidé d'évaluer son utilisabilité en comparant son impact sur la collaboration avec un échange audio-vidéo classique. Nous avons ainsi réalisé l'inspection d'un échangeur thermique, ceci étant présent dans de nombreuses installations et leur mauvais entretien a la possibilité d'augmenter la consommation de 275% dans le bâtiment. Ainsi, nous avons décidé de comparer notre méthode de collaboration que nous avons appelée condition XR
avec une condition audio-vidéo classique appelée tablette. Nous avons fait le choix de la tablette pour deux raisons. La première étant qu'elle fait partie des supports les plus utilisés dans le contexte de la maintenance. Et la seconde est qu'elle nécessite d'être portée à deux mains par les utilisateurs. Donc, par au moins une main, en tout cas. Ce qui fait que certaines opérations spécifiques nécessitant l'usage des deux mains peuvent alors devenir compliquées lors de la collaboration. Pour ce qui est de la condition externe, celle-ci a les mêmes choix technologiques que nous avons fait lors de la conception, à savoir un support en réalité virtuelle pour l'expert distant et un support en réalité mixte de type HoloLens pour l'opérateur local. Lors de notre évaluation, nous avons pu avoir 41 participants qui ont tous été évalués dans le rôle de l'opérateur. En effet, pour éviter un biais et un manque de connaissance de l'installation par l'expert, ce dernier a été incarné par un acteur avec un script spécifique des informations à transmettre lors de la collaboration. Nous avons également fait le choix de représenter l'expert, de donner à l'expert un point de vue aérien lors de la collaboration. Ce dernier a déjà montré dans la littérature qu'il permet une meilleure compréhension de la position de l'opérateur dans l'environnement lors de la collaboration. Ainsi, l'évaluation s'est déroulée de la manière suivante. Tout d'abord, une phase de présentation de l'expérimentation, puis une phase de présentation du matériel et notamment d'initiation à la réalité mixte pour les participants en conditions externes, puis une phase d'expérimentation, de réponse au questionnaire et une phase d'échange informel pour avoir le retour d'expérience des participants. L'évaluation se déroulait de la manière suivante. Le scénario était basé sur celui d'un défaut de capteur de température de sortie d'eau chaude. Il était donc nécessaire pour les opérateurs de manipuler des vannes spécifiques afin d'identifier l'origine du défaut. Pour cela, ces opérations, elles leur permettent d'alterner entre deux échangeurs, un échangeur multitubulaire et un échangeur à plaques, mais également de modifier le sens de circulation du courant afin de faciliter l'identification de l'origine du défaut. Si nous avons choisi d'utiliser cet équipement, c'est pour sa valeur didactique afin de permettre aux participants de comprendre le fonctionnement d'un échangeur thermique durant la collaboration. Ainsi, les tâches du scénario étaient divisées en deux parties. Dans un premier temps, la phase d'inspection, où il était nécessaire de réaliser les opérations pour identifier l'origine du défaut, puis une phase de remise en état de l'installation pour l'expérimentation suivante. Les opérations étaient également divisées en deux catégories. Nous avons fait le choix de faire des opérations qui pouvaient être réalisées à une main et des opérations qui ne pouvaient être réalisées qu'avec l'utilisation des deux mains. Ainsi, sur la vidéo de gauche, on va pouvoir voir l'exemple d'une opération à une main. On peut le voir, une seule vanne a été indiquée par l'expert. L'opérateur va donc pouvoir agir de manière directe sur cette vanne. L'analyse de ces opérations nous a permis de voir l'impact réel de la méthode RAMCOR lors de la collaboration. Nous avons également réalisé des opérations spécifiques à deux mains, celles-ci nécessitant la dépose de la tablette dans la condition supposée, car les opérateurs ne pouvaient pas à la fois avoir la tablette et manipuler les deux vannes en même temps. Dans l'exemple de droite, on peut ainsi voir que deux vannes ont été indiquées par l'expert et que l'opérateur va donc devoir agir en même temps sur les deux vannes. Alors, désolé pour la qualité de la vidéo, mais je n'ai pas trouvé de vidéo où on voit l'opérateur regarder ces deux mains en même temps, liée à la proximité de l'équipement. Mais cette analyse nous a notamment permis de voir l'impact de l'utilisation d'un support main libre lors de la collaboration. Outre ces différentes tâches, nous avions également des phases d'opération sur un écran de contrôle, notamment pour changer le débit du courant, et également des phases d'échange oral où l'opérateur allait indiquer la température de sortie de l'eau chaude à l'expert. En effet, l'installation n'était pas équipée de capteurs intelligents, nous ne pouvions donc pas récupérer ces informations en temps réel. Ainsi, l'évaluation a porté sur différents points, notamment sur l'aspect performance lors de la collaboration, ce qui nous a permis de voir l'impact de la condition de la collaboration sur la durée totale d'opération sur les vannes, mais également sur le nombre d'erreurs commises par les participants. En termes de satisfaction, nous avons voulu évaluer l'utilisabilité de notre solution par un système usability scale avec l'objectif d'obtenir une note de 72 au minimum qui indique que la solution est considérée comme acceptable. Nous avions également un questionnaire de retour d'expérience utilisateur qui permet d'évaluer la solution sur différentes échelles. Et nous avons également réalisé un recueil du retour d'expérience des utilisateurs pour avoir leur auto-évaluation et leur retour sur leur ressenti durant la collaboration. On a également réalisé une observation du comportement durant l'expérimentation pour voir comment les utilisateurs utilisaient notre solution. Ainsi, nos premières hypothèses en termes de performance consistent à dire que la condition de la collaboration, la durée totale d'opération sur les vannes est grandement réduite par l'utilisation de la méthode RAMCOR, et notamment lors des opérations à deux mains qui ne nécessitent pas de déposer la tablette, comme dans la condition tablette. Nous avons également fait l'hypothèse que la collaboration par le biais de la méthode RAMCOR permettait de diminuer le nombre moyen d'erreurs pour les participants. En termes d'utilisabilité,
Nous voulions donc obtenir une note au minimum de 72 pour la solution, et nous voulions surtout voir si celle-ci était considérée comme plus utilisable par les utilisateurs que la condition tablette. Pour le questionnaire d'expérience utilisateur, nous avons focalisé nos hypothèses sur l'efficacité et l'originalité de la solution, afin de voir si celle-ci était considérée comme au moins aussi efficace que la condition tablette, et dans l'idéal, plus originale que la condition tablette. Et enfin, nous avons voulu voir si la condition de la collaboration avait un impact à la fois sur le retour d'expérience globale des participants, mais également sur leur perception concernant leur propre performance durant la collaboration. Ainsi, avant d'analyser le résultat, il est important de dire que 4 expérimentations ont dû être interrompues liées à des coupures de réseau pendant l'expérimentation. Nous avons également pu, grâce à l'observation du comportement, exclure un résultat de la condition tablette, car le participant a beaucoup digressé durant l'expérimentation, faussant les données récupérées. Et nous avons également exclu un participant de la condition XR qui avait des difficultés de compréhension liées à un manque de connaissance de la langue française. Ainsi, nos analyses ont porté sur 19 participants en condition tablette et 20 participants en condition XR. Dans un premier temps, nous avons donc pu voir l'impact de la méthode AMCOR sur la durée moyenne de l'inspection, avec une réduction significative de 18,35% en moyenne, montrant donc que l'utilisation de la condition XR a en effet un impact sur la durée de complétion de l'inspection. Concernant les opérations spécifiques à deux mains, sans surprise, nous avons pu voir une réduction similaire, avec une réduction de 27,84% en moyenne, due au fait que les utilisateurs n'avaient pas à poser la tablette durant la collaboration. Ce qui nous permet de conclure qu'effectivement, la méthode RAMCOR, mais également l'utilisation d'un support main libre, a un impact sur la durée des opérations nécessitant l'utilisation de deux mains. Enfin, concernant les erreurs, nous avons fait le choix de celles-ci en 3 catégories. Dans un premier temps, les erreurs d'identification, dites simples, où l'opérateur a simplement mal identifié une vanne, puis les erreurs de manipulation, dites critiques, où en plus d'avoir mal identifié une vanne, il l'a mal manipulée. Nous avions également les erreurs dites de répétition, où l'opérateur a dû redemander des informations à l'expert. Ainsi, nous avons pu voir une réduction importante du nombre d'erreurs, quel que soit le type de celle-ci, avec une réduction totale de 92,58% d'erreurs en moins commises par les participants en conditions externes, montrant ainsi que la collaboration par le biais de la méthode RAMCOR permet de faciliter la capacité des opérateurs à identifier et manipuler correctement l'installation. Nous avons également pu voir des réductions similaires sur les opérations spécifiques à une main, avec une réduction de 82,76%, et sur les opérations à deux mains, avec une réduction de 87,74%, montrant ainsi que cette réduction d'erreurs n'est pas liée que à la capacité du support main de laisser les mains libres, mais également à la méthode RAMCOR qui permet de faciliter l'échange d'informations. En termes de satisfaction, nous avons pu voir que la tablette n'a pas été considérée comme acceptable par les participants, avec une note de 66,25. Mais cette note peut également s'expliquer par la condition de la collaboration. En effet, nous avons fait le choix, pour simuler une situation réelle, de ne pas donner d'écouteurs à la condition tablette, ce qui fait qu'il y avait une mauvaise qualité sonore lors des échanges avec l'opérateur. Cette mauvaise qualité sonore peut avoir eu un impact sur l'évaluation des participants de la condition tablette. Cependant, nous avons quand même pu avoir un score de 84,05 pour la condition XR, qui montre que celle-ci est non seulement considérée comme acceptable, mais également qu'elle est préférée par les participants à la condition tablette, toujours avec une nuance liée à la qualité sonore de la condition tablette. Concernant les expériences utilisateurs, les questionnaires nous a montré que la condition XR avait obtenu un score plus important, quelle que soit l'échelle d'expérience, à savoir en termes d'attractivité, de compréhensibilité, d'efficacité, de contrôlabilité, de stimulation et d'originalité, montrant ainsi que non seulement la condition XR et la méthode RAMCOR est considérée comme plus efficace que la condition tablette, mais même que celle-ci est considérée comme beaucoup plus originale que l'utilisation de la tablette. Concernant le retour d'expérience, nous avons pu voir que la condition de collaboration avait en effet un impact sur ce retour, avec un confort ressenti plus important chez les participants, mais c'est ce qui peut s'expliquer par la mauvaise qualité sonore de la condition tablette, mais également un sentiment pour les participants de pouvoir plus facilement corriger leurs erreurs par eux-mêmes durant les opérations. Nous avons également pu voir une influence de la condition de la collaboration sur la capacité des utilisateurs à percevoir leur propre performance, notamment en termes d'autonomie, comme évoqué plus tôt, mais également en termes de leur efficience à utiliser l'outil proposé. Cependant, nous n'avons pas pu voir d'impact sur leur performance globale, avec des notes à peu près similaires pour la condition tablette et la condition XR. Enfin, cela me permet d'arriver à la comparaison de nos résultats avec d'autres expérimentations.
à savoir que nous avons essayé de trouver dans la littérature des expériences similaires afin de comparer nos résultats à ceux déjà obtenus. Cependant, nous n'avons pu trouver que peu de comparaisons avec une approche classique, mais nous avons quand même pu voir qu'il y avait un impact du partage d'informations en réalité étendue sur la durée des opérations, notamment lorsque la collaboration permet le partage de manipulations spécifiques, mais également le partage du contexte avec une réduction observée de 39% par Bay et Hall en 2020. Concernant l'impact sur les erreurs, nous n'avons pu voir que très peu d'études qui évaluaient cet aspect. Cependant, celle-ci semble indiquer que l'utilisation d'indicateurs visuels lors de la collaboration permet de réduire les erreurs commises par les participants. Enfin, concernant la satisfaction, nous avons pu voir que plusieurs études ont évalué la notion de coprésence, aspect que nous n'avons pas évalué, notamment lié à la représentation asymétrique des utilisateurs dans l'environnement. Ce qui me permet de nous amener vers les critiques et les limites de notre expérimentation. Dans un premier temps, j'ai pu évoquer la problématique de son de la condition tablette, qui pourrait être corrigée avec l'ajout d'écouteurs à la tablette pour améliorer la qualité du son. Nous avons également eu des retours de certains utilisateurs en conditions externes qui avaient l'impression d'avoir une petite voix dans la tête qui les guidait lors des opérations. C'est intéressant de voir si l'utilisation d'écouteurs dans la condition tablette permet également ce sentiment pour les participants. J'ai pu également évoquer la problématique liée à la représentation des utilisateurs dans le VC, et notamment au fait que les avatars n'étaient pas sur le même plan. Il pourrait être ainsi intéressant de replacer les avatars sur le même plan Y, c'est-à-dire au même niveau, afin de permettre à l'opérateur et à l'expert de voir la représentation de leurs collaborateurs et ainsi d'évaluer plus efficacement la notion de coprésence. Enfin, nous avons eu quelques retours concernant les problématiques liées à l'utilisation du support XR, notamment des problèmes de contraste liés à l'apparence verte des manipulations transmises par l'expert sur le fond blanc qui représente l'équipement, mais également une problématique liée au champ de vision réduit des opérateurs. En effet, le casque ne permet pas un champ de vision suffisant pour qu'il soit considéré comme similaire au champ de vision naturel de l'humain. Enfin, certains participants nous ont également évoqué la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires, comme par exemple un code couleur pour indiquer le circuit d'eau chaude et d'eau froide sur l'équipement. Cependant, cet ajout d'informations n'était pas pertinent dans notre cas spécifique, car nous voulions proposer une solution générique, mais il est intéressant de considérer cet ajout d'informations supplémentaires dans de futures collaborations. Et enfin, il est également nécessaire de rajouter la possibilité de collecter les données en temps réel de l'équipement. En effet, durant notre expérimentation, l'équipement inspecté ne possédait pas de capteur intelligent. Nous ne pouvions donc pas exploiter les données de ce dernier, ce qui forçait donc l'opérateur à donner des informations en temps réel à l'expert, ce qui pouvait ainsi ralentir l'inspection. Mais également, l'absence de ces capteurs ne nous a également pas permis d'intégrer de modèles de simulation au sein de la collaboration. En effet, en parallèle de nos travaux, nous avons également conçu un modèle de simulation permettant l'analyse du comportement et le diagnostic de l'installation. Cependant, l'absence des capteurs intelligents ne nous a pas permis d'évaluer son utilisation dans la collaboration. Cependant, nous avons pu illustrer comment ce modèle de simulation pourrait être implémenté par le biais d'un scénario d'utilisation lors de la collaboration. Ainsi, dans un premier temps, un opérateur pourrait commencer l'inspection d'un équipement et lancer un diagnostic sur une partie spécifique de l'installation. Une fois le diagnostic lancé, il pourrait obtenir les résultats et pourrait, par exemple, observer un comportement suboptimal de l'installation. N'ayant pas les connaissances nécessaires pour permettre de modifier le comportement de l'installation, il ferait alors appel à un expert qui pourrait créer sa propre réplica du modèle partagé et lancer ses propres analyses de comportement, mais également ses propres tests d'optimisation afin d'identifier les bonnes valeurs des paramètres à obtenir pour obtenir un comportement optimal de l'installation. Une fois les résultats obtenus, il pourrait partager ces derniers avec l'opérateur par le biais du modèle partagé. Ce dernier pourra alors être alerté d'une modification et pourra alors interagir avec le modèle 3D partagé pour afficher les informations dans son environnement virtuel. À la suite d'un échange avec l'expert, ils pourraient alors ensemble déterminer les bonnes interventions à réaliser sur l'équipement afin de permettre à ce dernier d'avoir un comportement optimal. À la fin de l'inspection, une nouvelle analyse pourrait être lancée et si le comportement est considéré comme optimal, la collaboration pourra alors être terminée. Je vais maintenant conclure cette présentation d'une manière similaire à laquelle je l'ai commencé, c'est-à-dire que je vais principalement me concentrer sur les contributions que nous avons apportées durant nos travaux. Ainsi, dans un premier temps, nous avons souhaité proposer une nouvelle solution collaborative qui exploite à la fois les outils d'ETDIM et de l'XR dans une architecture commune.
Nous avons également voulu proposer une nouvelle méthode d'échange permettant à différents collaborateurs d'échanger des informations de manière synchrone et asynchrone en même temps. Et enfin, tous nos travaux ont été guidés dans l'objectif d'être adaptables quels que soient les supports utilisés et évolutifs avec les futures technologies. Pour prouver l'efficacité de notre méthode de collaboration, nous l'avons conçu sous la forme d'une preuve de concept. Nous l'avons conçu sous la preuve d'une forme de concept qui permet à la fois le partage d'un point de vue de manière synchrone, donc le partage du point de vue de l'opérateur à l'expert, et un partage d'informations de manière asynchrone par le biais du paradigme réplica qui permet de partager plusieurs informations en même temps sans affecter la copie d'un utilisateur. Également, cette méthode d'échange a été élaborée sur un support, pour fonctionner à la fois sur un support de réalité virtuelle et sur un support de réalité mixte, afin d'assurer son interopérabilité et son fonctionnement sur différents outils de XR. Cette méthode a été valorisée par le biais d'une application à une inspection collaborative en comparant son efficacité avec une approche classique de type échange audio-vidéo par une tablette. On a ainsi pu montrer que la méthode de collaboration RAMCOR permettait de réduire le temps total de la durée des opérations, mais également le nombre d'erreurs commises par les participants, montrant qu'elle permettait de faciliter la compréhension des informations transmises par l'expert. Nous avons également conçu un modèle de simulation permettant le diagnostic et l'analyse de l'installation, mais celui-ci n'a pas pu être implémenté encore dans la solution finale, liée à l'absence de capteurs intelligents sur l'installation inspectée. Cependant, nous avons illustré son implémentation par le biais d'un scénario d'utilisation lors de la collaboration. Ainsi, il reste encore nécessaire d'intégrer le modèle de simulation au sein de la collaboration pour que celui-ci soit exploité. Et pour cela, il pourrait être intéressant d'ajouter des capteurs intelligents et une méthode de récupération de ces données afin de faire évoluer notre solution vers un véritable jumeau numérique de l'installation. Enfin, tous nos travaux nous ont amené une réflexion sur le rôle de l'opérateur. Celui-ci devient en effet un intermédiaire entre l'expert et l'équipement lors de la collaboration, qui nous permet de réfléchir à faire évoluer nos travaux vers le concept de l'industrie 5.0, qui consiste à remettre l'humain au cœur des opérations, exploitant les innovations de l'industrie 4.0. Et enfin, nous avons également une réflexion sur la fiabilité des échanges. En effet, la problématique que nous avons rencontrée durant notre expérimentation, il y a une perte de réseau, nous a poussé à réfléchir à une méthode pour conserver la collaboration malgré la perte de réseau. De plus, il est également nécessaire de gérer la possibilité d'une synchronisation conflictuelle. En effet, même si notre méthode permet à l'expert et à l'opérateur d'agir ensemble au sein de l'environnement virtuel, il est tout à fait possible que ceux-ci veulent transmettre une information en même temps sur le modèle partagé. Pour cela, nous pourrions nous inspirer d'une méthode Git, à savoir par exemple de faire une priorisation par rôle, avec les modifications de l'expert qui seraient affichées en priorité sur celle de l'opérateur, mais également une historisation de ces informations par le biais d'un système de versionning qui permettrait de conserver les informations dans la base de données de l'architecture et d'afficher celles que l'opérateur ou l'expert désire lors de la collaboration. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me poser vos questions ces 2 ans-là.